Salut à toutes et à tous, bienvenue dans mon émission hebdomadaire de la semaine 23, donc où j'analyse un peu la macroéconomie et ce qui se passe sur les marchés actions. Un peu de retard sur cette vidéo, j'ai travaillé ce matin je me suis pas senti de faire la vidéo hier. Donc pendant cette vidéo, donc avant de commencer la vidéo évidemment, ma vidéo est en aucun cas un conseil en investissement. Les valeurs que j'analyse ne sont pas des conseils d'achat ou de vente sur les titres proposés, ni sur les produits. Comme la semaine dernière, on va parler un peu d'actualité avec les taux d'intérêt. On va se regarder les indices. Euh, pour la première fois, j'ai regardé un peu les cryptos parce que c'est sur des supports majeurs qui, pour moi, sont intéressants techniquement. Et ensuite, peu d'actions, généralement du ramassage de gueule, mais des belles choses à faire, notamment sur Van de Velde, que je trouve plutôt propre. Donc on va commencer tout de suite avec l'actualité, donc les taux d'intérêt. Donc cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé lundi, je crois, avec une augmentation des taux, je sais plus si c'était lundi ou mardi, 16 juin, jeudi alors, non, je sais plus. En tout cas, non, la Fed c'était mercredi. La Fed donc a augmenté ses taux d'intérêt de 75 points de base, donc c'est la première fois depuis 1994. Donc ils essayent de contrer l'inflation. Donc les marchés au premier abord ont réagi positivement, mais la journée d'après très négatif. Comme la dernière fois au mois de mai, c'était exactement ça qui s'était passé. Les marchés avaient réagi exactement pareil. Donc voilà, ça fait un peu flipper. Et on retourne en Suisse. Donc moi ça il me semble que c'était lundi, je sais plus. Il y a 2 jours, non moi ça devait être mercredi alors. Ou jeudi, je sais plus. En tout cas la Suisse augmente ses taux d'intérêt de 50 points de base. Donc c'était jamais arrivé depuis 2007. Donc je sais pas si vous regardez un peu les paires, mais par exemple le franc suisse dollar ou le franc suisse euro a pris énormément de valeur. Parce que en fait, le franc suisse est la monnaie la plus stable du monde, en période de crise, en toute période. Donc voilà ce qui a amené aussi un peu, encore cette semaine, les marchés à la baisse. Ce que je pourrais trouver comme excuse hein, aussi, ce marché baissier. Donc on va commencer directement avec le CAC 40. Donc la nouvelle version de ProItem, là on voit des gros nuages en bas, là, ou en haut ici, en suivant la MM200, donc je vais enlever la MM200, parce que c'est vrai que je vois pas tout. Alors, qu'est-ce qu'on a fait en 5 jours? Et bah je crois, j'ai vu la newsletter de Zone Bourse, donc on a fait... Ah bah non, 1, 2, 3, 4, 5, ouais bah non. Non, on a eu moins 4,92%. Voilà, en 5 jours. Euh... 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. En 2 semaines, on a fait 4,60 et 4,90. Techniquement, on a comblé le gap ici. Voilà. Espérons que la semaine prochaine, il y ait une réaction sur ces niveaux-là. Peut-être qu'on va se faire une petite frayeur, qu'on va retourner sur ces niveaux-là. C'est fort probable. Donc sur cette stratégie-là, je vous dirais de mettre des ordres d'achat un peu ici, quoi. Voilà. Sur des produits dérivés assez simples, genre LVC, pour jouer un petit rebond. Si on repart de là, voilà, 4%. Effet de levier x2, on peut se faire 8%, un petit trade. Par contre, si ça casse, on peut aller plus bas. Enfin bon, vu qu'on vient de se prendre 10% dans la gueule, pour moi, je pense que le rebond technique approche. Je pense qu'il devrait pas tarder à arriver. Donc voilà pour le CAC. Par contre, c'est vrai que dans ces marchés-là, on voit que c'est vachement régi par le marché américain. Les marchés européens et mondiaux sont vachement régis par les marchés américains. Donc on l'avait eu ce rebond donc courant en mai sur le Dow. Donc 8%.
Et derrière, on repère 9%, 10%. Ouais. Donc c'est vrai que c'est moche. Cette semaine aux États-Unis, on a fait quoi? Ouais, 4, ouais, similaire en Europe. Donc pas terrible. Donc pareil, hein, là par exemple, là par contre le graphe des indices américains est vraiment pas beau. On voit un gros retournement. Donc retournement de tendance. Donc par rapport au plus haut, on est à moins 18%. Ouais, on n'est pas officiellement en bear market. Puisque le bear market, je vous le rappelle, c'est quand depuis le début de l'année le marché perd 20%. C'est vrai qu'on n'y est pas, on est à moins 18. Mais on va pas tarder à y aller en fait. Hein. Ça va être un bear market. Après, ça veut tout et rien dire. Hein. Si l'environnement macroéconomique s'améliore, les marchés rebondiront directement. Sur le Nasdaq, on est à moins 32%. Moins 31%, pardon. C'est énorme. Donc ça corrige fort. Le Nasdaq corrige très très fort. Pardon. Donc voilà, les indices, pas grand chose à dire. Si ce n'est patience et mère de sûreté. On va passer un peu aux crypto. Parce que c'est vrai que moi j'avais vu des supports majeurs. Surtout sur les terres. C'est vrai que le Bitcoin, on va essayer de tracer des trucs. Voilà. Bon, ça c'est comme ça peut être enfoncé. Et puis on a ces supports là. Tac. Celui-ci qui est vachement important pour moi, parce que c'est un seuil psychologique, la première bulle de 2017 ou 2018. Donc même montée qu'on a eu en 2021, puisque c'est des cycles de 4 ans, tous les 4 ans je crois ça se raréfie le Bitcoin en fait. Je suis pas un expert, hein, mais c'est ça. Et ensuite ce support là je l'aime bien aussi parce que là on a eu top, boom, et on est revenu la tester 2 fois. Je l'aime bien aussi sur l'Ether, ce deuxième support là. Pourquoi? Parce que la mèche qu'on a ici sur le Bitcoin, elle est venue taper ici. Donc c'est plus parlant, c'est plus intéressant. Donc à partir de là, j'ai mes supports. C'est des petits supports, hein, moi, je peux pas trop anticiper. Donc là, on voit que c'est vrai qu'il est fait support. Néanmoins, pour moi, ça peut aller à la baisse. Techniquement, pour l'instant, ça résiste. Techniquement. Mais c'est pas terrible. Moi, j'attendrai que la MM10. Attendez. Ouais. Attendez, je regarde. Ok. Moi, j'attendrai que la MM10 arrive dans cette zone-là, que le marché congestionne. Voilà. Fasse une consolidation à plat. Hop. Avec des zones qu'on travaille. C'est-à-dire, pourquoi pas un petit rebond, voilà, une petite frayeur, une petite mèche basse. Ensuite faire une belle consolidation propre, technique, pour qu'on puisse passer à l'achat sur les cryptos par exemple. Parce que maintenant, on peut rien faire. Si le marché fait comme la phase qu'on a là, regardez. On a une phase, voilà, ici, où le marché se fait une frayeur, revient sur ces niveaux-là. Donc on voit bien que là, il y a une sorte de support qui se met en place, là. On l'a bien, là. Tac, 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 ça reste dans cette zone-là. Par contre, à la hausse, il n'y a rien. Dès que le marché monte un peu, ça rebaisse. Ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. Montée, baisse. Montée, capitulation, sell-off. Et on perd combien depuis ce moment-là? On perd, on va prendre, allez, on est gentil, on prend celle-ci. On est à moins 33%. C'était en juin. Hein. Là, je vous parle le 8 juin. En 10 jours, le Bitcoin a perdu 33%.
Donc faites attention, quoi. C'est pour ça que moi j'attends des indications que le graphe me donne pour rentrer, par exemple. Ne rentrez pas comme un idiot sur les cryptos en vous disant oh, c'est pas cher, c'est pas cher. Ça n'a aucun sens. Prenez en compte les facteurs déjà macroéconomiques et analysez le graphique. Et les fondamentaux de la crypto s'ils sont bons. Qui plus est. Donc je vous parlais de l'Ethereum. Donc moi l'Ethereum je l'aime bien. Donc moi j'ai tracé 3 supports. Donc celui-ci parce qu'il a été testé 3 fois ici. Donc il fera sûrement d'ailleurs résistance si une hausse arrive. Graphiquement l'Ether est franchement très très propre. Hein. On a ce point là qui correspond à ici, qui a été travaillé ici. Voilà, regardez, je vais vous montrer après en données journalières. Et on a ce point là, donc que j'aimais bien, voilà, qui correspond à celui-ci, où le marché est revenu taper plusieurs fois lors de sa montée en 2021. Donc on voit bien que le marché a essayé d'aller en dessous. Dès qu'elle est allée en dessous, elle a été rachetée. Et là, elle a même pas fait une touchette dessus qu'elle est repartie. Donc moi j'aime beaucoup l'Ethereum graphiquement, c'est très propre. On va se mettre en données journalières maintenant. Donc je vous parlais de ce seuil-là à ce seuil-là. Voilà, encore une fois techniquement, on est arrivé sur ce seuil-là racheté. Arrivé sur ce seuil-là racheté. On y retourne une troisième fois, une quatrième fois. Le marché est un peu fébrile, ça lâche. Et ce support-là n'a pas du tout marché par contre. Mais on voit la pertinence graphique de l'Ethereum quand même. On voit d'ailleurs que là, dès que ça a été cassé, il y a eu un gros sell-off d'un coup parce que les investisseurs, peut-être un stop loss à lâcher. Donc beaucoup de gens sont sortis. Ça peut être une explication. Maintenant, on essaie de consolider. À l'heure où je vous parle, l'Ethereum, alors attendez, on va regarder. L'Ethereum est à 999 $. Donc j'espère que ça va tenir. Ce support-là, puisque sinon les objectifs de baisse sont encore plus grands. Alors, quand il voudra bien le PPR, on va passer aux actions. On va commencer avec Navia, tiens. Navia qui s'est pris une ramasse monumentale cette semaine sur rien. Les investisseurs ont juste flippé, je pense. Voilà, donc on a l'Ether à 996. Donc 991 $ à pas lâcher sur l'Ethereum. Si ça casse, on vend. Moi je mettrais un stop vers 960. Un prix comme ça, mais en dessous de cette résistance parce qu'elle est très grosse pour moi. Donc Navia. Donc Navia, je vais vous récapituler un peu ce qui s'est passé. Donc c'est des voitures autonomes. Donc voilà, donc le GLB, elle est là, elle est à 8 €. Les volumes ont commencé à arriver donc en 2020. Les investisseurs avaient le goût du risque. Ils ont fait péter le dossier puisqu'elle est partie de début juillet à fin novembre. Elle a pris 560%. Donc grosse phase haussière. S'en est suivi une longue phase baissière puisqu'elle a perdu, je vais reprendre le même point que j'ai pris, 78% depuis. Donc c'est pas terrible. Donc ce qu'elle nous a fait la semaine dernière, gros sell-off, gros sell-off. Elle a perdu 35% il me semble, 34,78. Alors que les dernières news étaient plutôt bonnes, plutôt encourageantes pour la suite de la boîte. Donc très attention. Donc aussi l'intérêt de mettre des stop-loss parce que là, imaginons que vous l'auriez mis à moins 10%. Moins 10 ça fait chier, mais moins 30 ça casse vraiment les couilles par contre. Puis s'en est suivi donc vendredi, donc hier, on a rebondi 7%. Et j'ai envie de dire normal puisque c'est pas hors PA, il s'est rien passé fondamentalement. Mais donc ouais, attention, mais il y a pas mal de claques en ce moment.
Donc EuroAPI. EuroAPI, c'est vrai que je vous en avais parlé la semaine dernière, mais elle a rien fait de particulier. Moi je vous avais donné cette bougie cadeau par exemple, qui aurait été avortée. Finalement on se serait placé donc à l'ouverture, on aurait perdu 1%. 1%. Ce qui me plaisait au EuroAPI cette semaine, c'est qu'elle a fait une espèce de remontée. C'est-à-dire qu'il y a eu une grosse baisse mardi, mais elle a voulu reprendre. Elle était remontée à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'elle avait perdu cette séance-là, elle avait perdu 6%. Par contre, 2 séances après, elle en avait regagné 6,50. Donc c'était plutôt propre. Mais donc là, ouais, non, va falloir qu'elle en veuille pour faire ça GLB, quoi. Et puis en plus, elle vit dans un marché qui n'est pas haussier, donc forcément c'est pas évident pour les nouvelles introductions. C'est pas simple. Ça veut dire quelque chose, il me semble, il me semble que c'est un marteau. Ouais, il me semble que c'est un marteau cette bougie. Je sais plus si ça veut dire que ça. Il me semble que ça veut dire que ça baisse. Je sais plus du tout. Donc voilà, donc EuroAPI, pareil, rien. Par contre, Van de Velde. C'est vrai que c'est pas une action que. Je l'ai dans ma liste de suivi, mais c'est vrai que je l'avais pas regardé depuis. Pardon pour le bruit. Hop. Donc oui, on a eu le droit au sell-off le lundi. Lundi, elle a pris une grosse claque puisqu'elle a pris. Attendez. Moins 9. Par contre, les jours d'après, c'est vachement positif. Elle a repris plus 10. Donc c'est vrai qu'elle en veut. Elle est soutenue par les investisseurs. C'est vrai qu'il y avait un beau support ici, mais elle est soutenue par les investisseurs. C'est plutôt propre en fait. Moi, je vois qu'il y a quand même une oblique ici. Ouais, plutôt propre d'ailleurs. Ouais, nickel. Ouais, une belle oblique à passer quand même. Mais ouais, si on casse, ouais, c'est vrai que graphiquement elle est intéressante. Moi, je jouerais le cassage de l'oblique, le pullback, achat ici pour jouer la relance. Hop, et objectif. Objectif déjà 37,7, ce serait pas mal. Voilà, on va dire 35. 6%. Ouais. Écoutez, je vais me faire un plan de trade, j'aime beaucoup. En premier TP, on peut prendre celui-ci, puis en deuxième, on peut prendre celui-ci. C'est pas déconnant. Et ça. Ouais, ouais, ouais. En deuxième TP, ça peut nous faire combien? 11%. Ouais, c'est pas déconnant. À voir par la suite si elle arrive à casser l'oblique, qui fait le pullback et qui repart sur signal avec des bons volumes comme elle nous a fait ces derniers jours, là, cette dernière semaine. Très positif, moi j'achète. Atos. J'en ai parlé la semaine dernière, c'est vrai qu'Atos, c'est moche, c'est moche. Alors attendez, depuis 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Depuis 2 semaines, il s'est pris 50%. Cette zone n'a pas tenu. Et là, on va en enfer. Alors attendez. On va se mettre en semaine là. Ouais, bah là, il n'y a rien à faire. De toute façon, il n'y a rien à faire. Il y a un support à 11,41 quand même. Et attendez, je vais aller voir si le support. Ouais, ouais.
Ouais, ça pique un peu quand même. Ouais, ouais, donc à voir comment le marché réagit sur ces supports-là. Celui-ci, j'espère, marchera le premier, parce que si ça repart encore, ça nous laisse qu'un moins 12, moins 23. Ouais, l'investisseur peut pas se permettre de garder une action qui baisse autant, c'est un peu malheureux quand même. On a Quantum Genomics. Encore une fois, je suis désolé de la mentionner tout le temps, mais elle se rapproche de mes objectifs. Alors, elle y a été. Alors attendez, j'ai même pas suivi ça. Alors attendez, on va revenir en mois. Excusez-moi, mais il faut que je reprenne un peu. Alors, notre support il est là, 1,63. 1,63 et j'avais mis un. Ok, alors on est allé en dessous. Déjà on a cassé le support. Alors, pour moi, il est probable qu'on aille taper le support qui est devenu une résistance et qu'on revienne en bas. Ouais, c'est pas terrible. Cette semaine, elle a fait moins 8. Moins 8 encore et toujours. Quantum, c'est pas terrible. À surveiller. Franchement, à surveiller parce que cette zone-là, c'est une belle zone de prix quand même. Et les objectifs sont énormes. Donc moi, c'est pour ça que je surveille parce que pour un petit achat spéculatif, on peut facilement se prendre 30, 40, 50% sur la valeur. Ouais. Donc à surveiller. Quand les investisseurs auront le goût du risque, on aura des rebonds sur ces sociétés-là. Pour l'instant, les gens se laissent leur action parce que le marché est incertain. Quand le marché redeviendra plus certain, avec des bonnes nouvelles et l'envie d'avoir du risque, les dossiers de biotech, notamment Quantum, marcheront bien. Bah donc c'est l'off. C'est l'off pour Saint-Gobain. On a perdu 13% dans la semaine. Donc voilà. Donc la figure est bonne. Finalement, on est parti par le bas du triangle. Donc voilà. On aura le mérite d'avoir essayé au moins de faire un peu de technique suite au marché un peu compliqué. Donc voilà, donc bah écoutez, moi je vais vous laisser, je vais vous souhaiter un bon week-end, n'ayez pas trop chaud, déshydratez-vous. Écoutez, je vais vous dire bonne fin de journée, et puis bon week-end. Allez, ciao, à la semaine prochaine.